ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. Troisième édition du Salon des entrepreneurs et acteurs digital. L'événement est en cours depuis hier. Il se fixe. C'est donc parti pour les titres. Troisième édition du Salon des entrepreneurs et acteurs digital. L'événement est en cours. Il se fixe comme objectif la valorisation du potentiel malien dans le domaine d'éthique et comme finalité la mise en place d'une plateforme nationale de promotion de l'économie numérique et le renforcement des capacités. La chasse à l'homme se poursuit au nord-est des États-Unis d'Amérique pour retrouver l'auteur de 2 fusillades d'hier. Le bilan est à présent de 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés. Sport, les finales de la Coupe du Mali de basketball, c'est demain au Palais des Sports Salamatou Maïga. Pendant qu'en football, il faut retenir surtout le lancement de la mobilisation pour la participation du Mali à la CAN 2023. Chronique du développement, c'est à la zone de libre-échange continentale africaine que nous allons nous intéresser. C'est à suivre en fin de journal avec Soumaïla Berté. Auditeurs, bienvenue. C'est parti depuis hier pour la 3e édition du Salon des entrepreneurs et acteurs digital, une rencontre annuelle qui se veut un cadre d'échange et de partage entre professionnels avec comme objectif la valorisation du potentiel malien dans le domaine d'éthique et comme finalité la mise en place d'une plateforme nationale de promotion de l'économie numérique et le renforcement des capacités. La rencontre qui va durer 3 jours est parrainée par le ministre de la Communication et de l'économie numérique. Reportage Modibo Mariko. MDA, Mali Digital Awards, ou le respect d'un engagement pris il y a 3 ans. Ces rendez-vous de la communauté digitale se veut un cadre fédérateur face à la révolution numérique, mais une réponse au constat de la fracture du même nom. Ander Babadjara, promoteur de Mali Digital Awards. Dans ce contexte, la synergie des acteurs, organisations, entreprises et institutions a un rôle fondamental à jouer. Le challenge pour nous est de transmettre et d'utiliser au mieux le digital. MDA 2023 porte en elle une innovation majeure parmi tant d'autres. Ada Wolakem, coordinatrice de Mali Digital Awards. Nous avons décidé d'élargir cette année notre champ d'action en rendant opérationnel notre nouveau label que je nomme le Mali Digital Accélérateur, qui permettra aux startups de bénéficier de financements issus de nos levées de fonds. Cette innovation est une réponse forgée par les leçons apprises des différentes crises. L'édition de cette année est co-organisée avec la SMTD, avec comme pays invité l'Algérie et comme parrain les ministres de la communication et de l'économie numérique. Un partenariat stratégique autour du thème central, la crise accélérateur de transformation digitale, un thème qui entend faire comprendre la puissance irrédoutable que représentent les outils de la révolution numérique et être du coup porteur des réponses aux défis numériques actuels de notre pays. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication. Vous comprendrez aisément avec moi que l'enjeu aujourd'hui pour notre pays est d'amplifier l'usage du numérique dans tous les comportements de la société, notamment l'administration publique, les entreprises quelles qu'elles soient, les citoyens à tous les niveaux, afin d'aboutir à une mutation qui propulsera notre pays dans les cercles des pays émergents. C'est pourquoi le gouvernement est engagé à investir dans le développement de l'économie numérique et à moderniser notre administration pour répondre aux besoins de nos citoyens à travers les systèmes de paiement des biens et des services en ligne et des services électroniques offerts aux usagers. Je suis convaincu qu'ensemble, que nous pouvons accomplir de grandes choses et construire un avenir meilleur pour notre pays. Les participants entre ateliers de formation et panels tenteront en l'espace de 3 jours de créer une plateforme nationale dédiée au partage et aux échanges d'expériences entre professionnels d'éthique, mais surtout de valoriser le potentiel des entrepreneurs maliens.
La deuxième réunion de coordination des partenaires sur la vaccination contre la maladie à coronavirus au Mali a démarré depuis hier à travers le projet MRIT initié par l'USAID. La rencontre a pour but de renforcer la synergie d'action entre les acteurs dans la lutte contre le Covid-19 au Mali. Le point avec Fanta Mamanientao. La crise sanitaire majeure causée par la Covid-19 n'a pas épargné le Mali. C'est dans ce contexte que l'USAID, à travers le projet MRIT, tient cette rencontre qui doit permettre le renforcement des programmes de vaccination systématique. Aminata Traoré, représentante de l'USAID. Depuis mars 2021 à aujourd'hui, en collaboration avec le ministère, on a pu accompagner pour vacciner plus de 5 millions de Maliens contre la COVID-19. Donc on peut se réjouir de ce résultat aujourd'hui. On peut se réjouir que le Mali a un plan finalisé, budgétisé et tous les partenaires peuvent se mettre tout autour de ce plan aujourd'hui pour financer ce plan, pour concrétiser cette routinisation de la vaccination contre la COVID-19. Le ministère de la Santé et du Développement social contribue aux efforts mondiaux en cours pour atténuer l'impact de la COVID-19. Hamadoun Ali Diko, représentant du ministre de la Santé et du Développement social. Depuis l'apparition de la COVID-19 au Mali en mars 2020, le ministère de la Santé et du Développement social, avec le soutien de ses partenaires, a développé un plan national de développement de la vaccination contre la COVID qui s'articule autour des composantes, la réglementation, la planification, la coordination, les ressources et le financement, les stratégies de vaccination et les cibles, la vaccination et la gestion des vaccins, la gestion des données et la surveillance des MAPI, la génération de la demande et de la mobilisation sociale. Des bons résultats ont été obtenus par le SAID et le projet MRIT dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Les activités du programme de filets sociaux Djigui Séméjiri, dont la période de grâce prend fin ce 31 octobre 2023, ont pris fin le 30 juillet dernier. La 20e session de son comité de pilotage qui se tient à la CI 2000 est donc l'occasion pour les acteurs de faire le bilan de l'ensemble des activités réalisées et de faire le point d'exécution des recommandations. Avec un budget de plus de 80 milliards de francs CFA, le programme a permis à beaucoup de ménages à travers les pays de bénéficier des prestations de Djigui Séméjiri, compte rendu Fadel Maketa. La 20e session du comité de pilotage est donc pour les acteurs une session d'évaluation du bilan des acquis, mais aussi des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme des filets sociaux Djigui Séméjiri. Des observations vont être apportées sur le rapport d'achèvement élaboré. Mahmoud Ali Sako, coordinateur du programme des filets sociaux Djigui Séméjiri. Les principaux acquis de ce programme Djigui Séméjiri, d'abord, c'est l'identification de plus de 100 000 ménages pauvres au Mali qui ont reçu un programme de transfert monétaire. Et cela a permis de soulager bon nombre de populations. Près de 20% des populations pauvres du Mali ont pu bénéficier des transferts monétaires de Djigui Séméjiri. Le deuxième grand acquis aussi, c'est la mise en place d'activités génératrices de revenus. Plus de 30 000 activités génératrices de revenus ont été initiées dans les différentes régions du Mali pour pouvoir soulager les femmes surtout, mais aussi les ménages afin de réduire l'impact de la pauvreté sur les femmes et les enfants. Pendant la durée du programme, une vingtaine de sessions et 3 sessions extraordinaires ont été organisées. Sur les 30 888 ménages bénéficiaires prévus, plus de 27 000 ont reçu leur allocation durant la période. Diakaria Dambélé, conseiller technique au ministère de l'économie et des finances. Le programme a procédé au bouclage de la sous-composante mesures d'accompagnement sur les thématiques relatives à la santé maternelle et infantile, à l'allaitement et à l'alimentation des enfants et à l'éducation préscolaire. Ces thématiques ont été vulgarisées dans les cercles de Bafoulabé, Kenyeba, Kati, Kulikoro, Bougouni, Kadiolo, San Mopti et Djéné. Sur le plan financier, sur une prévision initiale approuvée par la Banque mondiale de 5 112 milliards de francs CFA, les réalisations au 30 juin 2023 ont été de 3 435 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution de 67,20%. La richesse des échanges et la qualité des débats doivent servir de boussole pour une meilleure orientation du programme Djigui Séméjiri. Mali Actualité, 13h passées de 10 minutes.
Actualité hors du Mali à présent en Guinée, l'audition des parties civiles dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 a pris fin ce mercredi. Ces audiences ont duré plus de 13 mois. Au total, 106 victimes ont comparu devant le tribunal criminel de Conakry. Pour l'organisation de ce tribunal, pour l'organisation plutôt guinéenne de défense des droits de l'homme, c'est une étape importante qui vient d'être franchie et tous les accusés ont été nommément reconnus par les victimes supposées. Le procès a été suspendu jusqu'au 6 novembre prochain. Rappelons que 157 personnes ont été tuées en 2009 par les forces de défense et de sécurité dans un stade de Conakry. 109 femmes ont également été violentées et des dizaines d'autres détenues pendant plusieurs jours. Aux États-Unis, la chasse à l'homme se poursuit dans l'État de Maine, au nord-est du pays, pour retrouver l'auteur présumé de 2 fusillades hier dans une salle de bowling et un bar-restaurant à Lewiston. Au moins 22 morts sont à déplorer. On dénombre plus d'une cinquantaine de blessés. Un individu de 40 ans, identifié comme Robert Card, a été identifié donc par la police américaine comme le tireur présumé des 2 fusillades. Instructeur certifié en armes à feu et réserviste de l'armée, il est décrit par la police comme très dangereux. Selon la presse américaine, l'homme aurait une santé mentale fragile. C'est l'une des pires tueries de ces dernières années dans le pays. Le président Joe Biden a ordonné la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments fédéraux. Il a déploré un acte tragique et insensé, appelant le Congrès à adopter une interdiction des armes d'assaut. En Chine, l'ancien Premier ministre Li Keqiang est décédé hier soir à Shanghai à l'âge de 68 ans des suites d'une crise cardiaque. L'annonce a été faite ce matin par les autorités chinoises à la télévision nationale. Li Keqiang a démissionné de son poste en mars dernier après 2 mandats et sous sa direction l'économie chinoise est passée devant celle du Japon comme le président Xi Jinping. Li Keqiang fait partie du mouvement des jeunes instruits envoyés dans les campagnes pendant la révolution culturelle. Nous arrivons à présent au dossier de ce vendredi et c'est du thé que nous allons parler. Il contient beaucoup de vitamines, aide le corps à lutter contre certaines maladies et accompagne les causeries au niveau de ce qu'on appelle les grains. Le thé demeure un moyen pour certains consommateurs de se détendre et dans notre série de dossiers sur le thé, nous nous intéressons aujourd'hui à l'apport du thé à la santé, une réalisation de Durachi Diakité. Le thé est une boisson naturelle faite à base des feuilles d'une plante asiatique appelée Camellia sinensis. Son goût un peu amer est un bon remontant pour les amateurs. Oumar Dramé, citoyen. De manière générale, quand tu prends le thé, tu es à l'aise. Ça relaxe, c'est un vice, ça fait du bien. Le thé a des vertus. Donc quand je bois ça, je me sens bien. Djigui Kamara, griot. Le thé me rend joyeux et c'est aussi un moyen pour moi de me requinquer. Il y a une certaine période, si je ne prends pas de thé, j'ai la migraine. Alassane Doumbia, quinquagénaire et ouvrier de son état, va jusqu'à associer le thé à un médicament. C'est pourquoi il le prend régulièrement. À chaque fois que je prends du thé, je suis soulagé et réconforté. Ceux qui les consomment peuvent en témoigner. Le thé est très bénéfique. Il améliore la vision. Améliorer la vision. Cette affirmation est corroborée par certaines études asiatiques sur le thé, selon Dr Sai Gounon, ophtalmologue. Selon une étude réalisée au Japon en 2010, le thé vert contient les catéchines, un produit absorbé par les tissus oculaires et dont la concentration est maximale au niveau de la rétine. Ce produit est un antioxydant qui donc permet le fonctionnement des cellules visuelles. En plus, le thé vert contient la lutéine, entre autres. Tous ces produits-là jouent un rôle important dans le fonctionnement des cellules visuelles. Les cellules visuelles, c'est les cellules qui permettent de fixer les images et puis envoyer au niveau du cerveau pour permettre la vision. Il faut préciser que ces études-là préconisent de consommer le thé en infusion.
En plus, selon cet autre spécialiste, le thé aide le corps humain à se développer et à lutter contre certaines maladies. Dr Djibril Traoré est nutritionniste. Le thé vert, c'est un puissant antioxydant. Ces antioxydants ont leur rôle, c'est de neutraliser la formation des radicaux libres que nos cellules produisent chaque jour. L'excès de ces radicaux libres favorise le vieillissement cellulaire. Ils sont impliqués dans le développement de certains cancers et des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson et dans les maladies cardiovasculaires. Ce n'est pas tout, assure le spécialiste. Le thé est très riche et contient beaucoup de vitamines qui sont indispensables à l'organisme. Telles que la vitamine C, telles que la vitamine E, telles que la vitamine du groupe B. Et ça contient aussi des minéraux tels que le potassium, tels que le fluor. Et le thé vert favorise la sensibilité de l'insuline, ce qui aura une influence sur le syndrome métabolique. Il est conseillé de consommer 3 à 5 tasses de thé par jour, mais de préférable sans sucre ni lait. Mais attention, comme toute autre boisson, l'excès du thé peut nuire à la santé. Dr Djibril Traoré, nutritionniste. Le thé vert a peu d'effets secondaires aux doses usuelles. Il peut être responsable de maux de tête, souvent de l'étourdissement, de problèmes de digestion tels que des nausées, des vomissements. Souvent, ça peut entraîner des agitations, de l'insomnie, même des tremblements. Le thé peut favoriser la perte du poids en aidant à abaisser le taux de mauvais cholestérol, de triglycérides, de glucose sanguin. La plupart de ces effets secondaires sont causés par la caféine à haute dose. En définitive, les bénéfices du thé sur l'organisme humain dépassent largement les inconvénients. Faut-il en prendre sans modération ? L'actualité des sports ce vendredi, c'est d'abord le basketball avec les finales de la Coupe du Mali qui se jouent demain au Palais des Sports Salamatou au Maïga. Chez les dames, les Jolies passera face au Stade malien de Bamako. Du côté des hommes, la RS Real affrontera le Stade malien de Bamako. En football, l'actualité, c'est le lancement de la mobilisation pour la participation du Mali à la CAN en Côte d'Ivoire. Alors, l'événement a eu lieu hier. Une mobilisation que le ministère en charge des sports veut grandiose autour des aigles du Mali. Voici le résumé de l'activité sportive avec Isaac Chen. Football, la 34e Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour bientôt en Côte d'Ivoire. Le ministère en charge des sports vient de donner le ton de la mobilisation pour une participation générale du Mali à la plus grande fête du football du continent. Pour réussir ce pari de la mobilisation, une commission nationale regroupant 52 personnes de différentes couches va être mise en place. Le point de la cérémonie de lancement avec Arjumatina. Le ton de la mobilisation générale pour la participation du Mali à la 34e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire est donné à travers cette cérémonie par le département en charge des sports. Aux côtés du ministre pour sonner déjà la mobilisation, le premier vice-président de la Fédération malienne de football, la DNCEP, et le représentant de la présidence, c'est là à 2 mois et quelques jours de la plus grande messe du football continental. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Cette mobilisation, nous la voulons vraiment très populaire, parce que nous voulons que chaque Malien, chaque citoyen puisse être mobilisé pour la participation, l'appui que nous pouvons faire au niveau de l'équipe nationale. L'appui, ce sont les supporters, c'est le fait d'être là, de pousser les gens à les encourager, parce qu'ils ont besoin d'énergie. La 34e CAN en Côte d'Ivoire sera la 13e participation du Mali. La compétition est juste à côté et la mobilisation ne doit pas être ordinaire, mais plutôt grandiose à tous les niveaux pour qu'au soir du 11 février 2024, que le Mali puisse amener à la maison le Graal continental. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge des sports. Nous avons des ambitions pour la Côte d'Ivoire. Et ces ambitions-là, c'est d'aller jouer et de remporter la coupe. Et cela demande à ce qu'il y ait toute la population derrière. Au niveau du département en charge des sports, les signaux sont déjà positifs et le reste du travail pour relever le pari de la mobilisation sera fait par une commission nationale. À ce stade, aujourd'hui, il y a des engagements qui sont pris. Nous avons mis une commission en place qui doit commencer également ses travaux et cette commission va apporter beaucoup plus d'éléments au fil du temps.
À travers ces lancements, tout laisse à croire que la mobilisation autour des Aigles du Mali, logés dans le groupe E à Korogo, en compagnie de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie, sera totale. Basketball, les finales de la Coupe du Mali de basketball se jouent demain samedi. Sur la dame, le Djoliba sera opposé au Salman de Bamako. Une finale de rêve pour les amateurs de la balle au panier. Les Djolibis tenteront de sauver leur saison. Quant au Blanc de Bamako, déjà vainqueur du championnat, elle vise le doublé Coupe Championnat. Sur le tableau masculin, l'ASL de Bamako joue contre le Salman de Bamako. L'ASL est la seule équipe à avoir battu cette année les stadistes. Donc la partie s'annonce intéressante. Toutes les deux rencontres se joueront dans la salle Salamatou Maïga du Palais des Sports. Coup d'envoi 15h. Chronique du développement. La chronique du développement s'intéresse cette semaine à la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Cet organe a été créé en janvier 2021 par les dirigeants du continent pour donner un coup d'accélérateur aux échanges intra-africains et avec le reste du monde, suivant en rediffusion ce numéro de la chronique du développement avec Soumaïla Berté et Marc Damé. Dans leur volonté de réaliser un regroupement à l'échelle continentale devant booster l'intégration économique à l'image de celle politique, les dirigeants africains ont mis en place une nouvelle structure dénommée Zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Elle est opérationnelle depuis le 1er janvier 2021 et couvre l'ensemble des 54 pays du continent. Son siège se trouve à Accra, au Ghana. Alors, qu'est-ce que la ZLECAf dans sa version opérationnelle et quels sont ses objectifs ? Modibo Mao Makalou, économiste. L'Union africaine a élaboré une stratégie, une vision sur 50 ans qui s'appelle l'agenda 2063, qui contient 7 aspirations, c'est-à-dire la vision première, c'est une Afrique intégrée, prospère et en paix, conduite par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Donc, il s'agit de mettre en place un cadre stratégique commun pour la croissance inclusive et le développement durable en Afrique. Donc la zone de libre-échange continentale est un outil qui devrait permettre d'atteindre cette vision, de réaliser cette vision. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de libre-échange ? C'est un processus, c'est une étape de l'intégration économique, c'est-à-dire qu'on élimine les barrières tarifaires et non tarifaires, c'est-à-dire que les tarifs douaniers et autres, pour que les marchandises et les biens et les personnes puissent circuler librement au sein des membres. Mais chaque pays membre conserve sa structure tarifaire. Mais l'objectif de la zone de libre-échange continentale elle-même, c'est d'aller vers un marché commun, c'est d'aller vers une libre circulation des personnes, des biens, des services et des facteurs de production dans toute l'Afrique. Outil stratégique de l'intégration économique de notre continent, la ZLECAf est une voie pour l'Afrique de peser dans les affaires du monde d'aujourd'hui. Portée sur des fonds baptismaux par une écrasante majorité des États membres, elle est le plus grand marché à l'échelle continentale au monde. Une quarantaine de pays ont ratifié pour le moment, mais il y a 54 pays sur les 55 pays qui ont signé l'accord d'établissement de la zone de libre-échange continentale. Ce qui fait de la ZLECAf, comme on l'appelle, la zone de libre-échange continentale la plus vaste au monde, réunissant 54 pays et plus d'1,3 milliard de personnes. Mais la zone est opérationnelle déjà. Et pas plus tard que le 17 juillet, la zone de libre-échange continentale a pu mobiliser avec la Banque africaine d'import et export 2 milliards de dollars US, c'est-à-dire environ 1300 milliards de francs CFA, pour aider à la transformation structurelle, c'est-à-dire pour booster l'agriculture, mais surtout l'agro-industrie, c'est-à-dire la transformation des produits. Au-delà de l'ouverture sur le reste du monde, la ZLECAf comporte plusieurs avantages dans le commerce intra-africain. Modibo Mao Makalou, économiste. Parmi les avantages, on peut citer la baisse des tarifs douaniers. Et vous savez, 54 pays, ça fait beaucoup de pays. Il y a des petits pays, il y a des moyens pays, il y a des grands pays. L'un des avantages, c'est que ça donne aux petits pays la chance de commercer avec des grands pays. Et ça, c'est très important dans une zone de libre-échange. Mais surtout aussi, ça va permettre d'amener une baisse, en tout cas, c'est ce qui est souhaité dans les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est de baisser les tarifs douaniers de 90% sur une période de 15 ans. Mais aussi d'augmenter vraiment le commerce intra-africain. Parce que vous voyez, les Africains commercent très peu entre eux.
Nous sommes aujourd'hui 1,350 milliard de personnes. Nous représentons 17% de la population mondiale. Mais imaginez qu'en Europe, le commerce intra-européen, c'est-à-dire le commerce entre les pays d'Europe, frôle les 70%. Donc nous avons un retard à rattraper. Donc c'est une Afrique forte et unie qui peut commercer avec d'autres entités. Une Afrique forte et unie pour commercer avec d'autres entités du monde, notre continent doit éviter la fragmentation. Car comme le dit le panafricaniste Kwame Nkrumah, évoquant la nécessité pour l'Afrique de s'unir, je le cite, « Divisés, nous sommes faibles, mais unis, nous pouvons représenter une force dans ce monde. » Fin de citation. Prochain rendez-vous avec Osmaïla Berté et Marc Dambélé vendredi prochain. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité d'Abse Traoré, mise en ligne Marcel Tessougué, réalisation dossier Baba Diarra, et tout coordonné par Brahma Traoré, l'infatigable. Merci donc de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30. Au revoir.